La tête bien droite, dans le prolongement de la colonne. Vous pouvez garder les yeux ouverts. Dans ce cas, regardez le sol devant vous. Ne focalisez votre attention sur rien de particulier. Vous pouvez également fermer les yeux si cela est plus confortable pour vous. Nous ne voulons rien atteindre de particulier au cours de cet exercice. Juste être là, ressentir notre respiration. Et utiliser cette respiration pour accéder au moment présent. Bien. Revenez maintenant dans la pièce, avec toute votre attention. Nous pouvons peut-être brièvement faire le point sur cette expérience, même si quelques minutes, c'est très court. J'ai commencé la méditation il y a quelques mois avec une application, et aujourd'hui, c'était ma toute première séance avec un enseignant en chair et en os. J'ai trouvé ça vraiment très relaxant, et j'ai hâte de découvrir un peu mieux cette pratique. Moi, je pratique le yoga tous les jours depuis plusieurs années, donc je connais un peu la méditation. Mais malheureusement, je n'y parviens que difficilement. J'ai tendance, comme à l'instant, à prêter attention aux sons autour de moi, surtout quand la caméra est sous mon nez et que j'entends les pas feutrés du caméraman. Je sais que je devrais faire abstraction de tout ça, mais malheureusement, ça me déconcentre et je passe en revue ma liste de courses. Oui, c'est exactement ce qui arrive quand on débute en méditation. On apprend à se concentrer et à élargir sa perception. Au fur et à mesure, on devient plus attentif à ce qui se passe à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Oui. Pierre et moi avons beaucoup à apprendre aujourd'hui. Nous ne sommes ni les seuls, ni les premiers à rechercher le bien-être par l'apaisement et le recentrage de l'esprit. La méditation existe depuis longtemps. Comment elle est apparue et pourquoi elle suscite autant d'engouement, c'est ce que nous allons découvrir. La méditation est aujourd'hui ultra tendance. Ne rien faire en pleine conscience réduirait le stress et aurait des vertus thérapeutiques, et ce, dans un monde toujours plus rapide. La méditation moderne est devenue un style de vie. Quels bénéfices apporte-t-elle vraiment? Comment fonctionne-t-elle? Et par quels moyens peut-on recentrer son corps et son esprit sur l'ici et le maintenant? En méditant, nous portons notre attention sur nous-mêmes, sur notre corps, sur nos sensations, par exemple quand on respire, ou nous passons en revue avec attention tout notre corps, depuis le gros orteil jusqu'au sommet de la tête. Nous pouvons ainsi nous ressentir nous-mêmes plus intensément. Ulrich Ott étudie l'efficacité de cette pratique depuis de nombreuses années. Il a écrit un livre « Méditation pour les sceptiques ». Grâce à des publications scientifiques comme celle-ci, la méditation a depuis longtemps quitté le registre ésotérique. Elle fait aussi l'objet de nombreuses recherches médicales. À l'origine, les états méditatifs avaient un but bien différent, atteindre l'illumination divine. L'introspection spirituelle, qui comprend également des prières et des mantras, est une composante fondamentale de nombreuses religions. On la trouve aussi bien dans les croyances d'Extrême-Orient que dans le christianisme. La méditation existe depuis des millénaires. Les premières traces de son existence ont été mises au jour par des archéologues dans la vallée de l'Indus, dans le nord-ouest de l'Inde. Ils y ont découvert des dessins d'exercices de yoga et de méditation datant d'environ 5000 ans avant Jésus-Christ. Aux yeux des Occidentaux, la méditation est restée à la fois mystérieuse et fascinante jusqu'au XXe siècle. L'image de moines qui se consacrent à l'ascèse dans des ashrams d'Extrême-Orient et atteignent des niveaux de conscience visionnaires par la méditation a enflammé notre imagination.
Mais comment la méditation est-elle passée des monastères hindous à nos sociétés occidentales? Très tôt, la philosophie allemande, par exemple celle de Schopenhauer, s'est confrontée intensément à la pensée orientale. On a lu les textes originaux, dans lesquels on a puisé beaucoup d'inspiration et dont on a perçu la sagesse. Plus tard, les missionnaires et les moines ont voyagé en Asie, où ils se sont familiarisés avec ces techniques, avant de les ramener avec eux. Il y a donc eu des échanges intenses. Et puis, plus récemment, le Dalai Lama a beaucoup contribué à populariser la méditation. À la fin des années 1960, les Beatles ne sont pas les seuls à s'asseoir en tailleur. La méditation transcendantale du gourou hindou Maharishi enchante les hippies du monde entier. Avec 6 millions d'adeptes, cet homme d'affaires avisé a ouvert des centres de méditation aux 4 coins de la planète. Des artistes tels que Clint Eastwood, les Beach Boys ou encore David Lynch sont des adeptes de la première heure. L'image que nous avons reçue de la méditation en Orient a été fortement influencée par les gourous qui sont venus chez nous et qui ont créé autour d'eux tout un bric-à-brac ésotérique et très folklorique. Et puis, il y a eu la promesse que l'on pouvait voler, le vol yogique par la méditation. C'était donc un peu obscur, d'où un a priori négatif et des réserves vis-à-vis de la méditation. Mais cela a complètement changé depuis. Il existe aujourd'hui de très nombreuses études scientifiques sur l'efficacité de la méditation. On l'utilise à des fins thérapeutiques, dans de nombreux hôpitaux. L'approche est devenue beaucoup plus objective. La méditation a connu un nouvel élan de popularité grâce au yoga, devenu une mode planétaire au tournant du millénaire. Car contrairement à ce que l'on croit souvent, le yoga n'est pas seulement un exercice physique. Le yoga relève d'une des grandes traditions de la méditation. Ici en Occident, nous l'associons généralement à des postures comme la chandelle sur la tête ou le lotus. Ce sont des postures physiques très exigeantes. Quoi qu'il en soit, le cœur du yoga, c'est l'entraînement de l'esprit à la méditation. La méditation est la tendance santé qui croît le plus rapidement et elle rapporte des milliards. Aux États-Unis, par exemple, le nombre de ses pratiquants a plus que triplé entre 2012 et 2017. En Europe aussi, de plus en plus de personnes méditent, pratiquent le yoga ou une activité similaire. Citadins branchés ou managers, beaucoup veulent se relaxer et échapper au stress du quotidien. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas à endurer le sol dur d'un ashram. Il leur suffit simplement de lancer leur application de méditation quand bon leur semble. Le smartphone a remplacé le gourou. Fermez les yeux, prenez conscience de votre respiration. Un exercice à faire aussi bien pendant la pause café qu'à l'arrêt de bus. Personnellement, je n'utilise pas mon appli de méditation pendant la journée, mais plutôt dans le train ou le soir après le travail. Est-ce que c'est vraiment possible de méditer seulement 10 minutes? Une pause aussi courte suffit-elle? Une courte pause suffit. Le problème est que notre cerveau a besoin de nombreuses répétitions. Cela signifie qu'il vaut mieux effectuer ces 10 minutes plusieurs fois par jour. Le plus souvent, mieux c'est. Et plus la méditation est longue, mieux c'est. Enfin, plus on pratique depuis longtemps, mieux c'est également. Autrement dit, le temps joue un grand rôle dans le développement de la sérénité et de l'attention. Je vais vous proposer maintenant un exercice pour apprendre à manger en pleine conscience. Prenez au moins 3 raisins secs, peut-être plus. Ils sont magnifiques. Observez comme ils diffèrent les uns des autres. Nous utilisons d'abord la vue, c'est-à-dire que nous nous concentrons sur cette expérience sensorielle. Choisissez maintenant un de ces raisins secs. Prenez-le entre le pouce et l'index et concentrez-vous sur les sensations qui apparaissent au bout des doigts. Peut-être pouvez-vous me dire ce que vous remarquez quand vous êtes seulement dans le toucher. On sent les différentes textures du raisin sec. Les parties dures,
les parties molles qui glissent les unes sur les autres. C'est comme une balle anti-stress, mais en plus petit. Là, nous nous concentrons sur une expérience sensorielle, en l'occurrence le toucher, l'un des 5 sens. Et nous nous détendons ainsi autant que possible, de sorte qu'il n'y a rien d'autre à faire pendant ces quelques minutes. Nous sommes dans le toucher, c'est tout. Passons à l'ouïe. On n'écoute pas souvent les raisins secs, c'est une expérience d'un autre genre. Ça fait un bruit mignon, comme un froissement. Un bruit mignon? Oui. Et nous pouvons également exercer notre odorat, maintenant que nous avons un peu chiffonné et ouvert le raisin sec. Bien. Ensuite, nous pouvons le porter à nos lèvres pour le sentir davantage. Puis le mettre dans la bouche, le sentir avec la langue, sentir sa consistance. Si c'est possible, ne pas le mâcher tout de suite, mais sentir ce qui se passe d'abord et être dans le goût. En fait, j'ai l'impression de méditer depuis toujours, 3 fois par jour, au moment des repas. Si vous ingérez vraiment la nourriture en l'observant, en la goûtant, voire en l'écoutant, ou en sentant sa consistance, autrement dit, si vous êtes davantage dans la perception sensorielle, vous quittez ce qui vous détourne du moment présent. C'est une façon d'accéder à ce qui se passe ici et maintenant. C'est comme méditer en pleine conscience. Waouh. La méditation peut donc être salutaire à plusieurs niveaux et vous allez voir que la médecine aussi profite de ses bienfaits. Méditer pour combattre la douleur. Vonique Morel a tenté l'expérience. Pendant de longues années, cette Parisienne a souffert de fortes douleurs d'origine inconnue qu'aucun médicament n'arrivait à dompter. C'était une douleur au bout de la langue, de brûlure, comme si j'avais trempé ma langue dans du caramel. Dans des cas extrêmes, je ne savais même plus où j'avais mal, j'étais la douleur. Le matin, je me réveillais en disant « Est-ce que je vais souffrir ?» Même à midi, je me dis « Est-ce que la douleur va reflamber ? Comment je vais dormir ?» Enfin, j'étais dans un tuyau un peu délétère. Donc il a fallu que je me débarrasse, en fait. Mais les traitements classiques ne lui sont d'aucune aide. Vonique Morel essaie donc une autre approche. Je suis plutôt rationnelle, cartésienne, et je crois à la médecine occidentale. Mais j'ai entendu parler aussi des médecines alternatives, et je suis persuadée de la plasticité neuronale, de la capacité d'influencer son cerveau et de pouvoir déplacer les choses positivement. Ça, je savais ça. À Paris, l'hôpital européen Georges Pompidou est précurseur en la matière. Les malades doivent pouvoir y gérer leur douleur de façon autonome. L'hôpital propose aux patients, comme Vonique Morel, des cours de méditation pour lutter contre la douleur. Cette technique a fait l'objet d'études médicales approfondies. Mais ce travail-là, en général, il rapporte, lui, beaucoup, parce que on a complètement la possibilité d'influencer la douleur dans notre corps. Les études sur la méditation de pleine conscience, en fait, c'est complètement exponentiel. Il y a maintenant des milliers d'articles qui sont sortis à ce sujet-là et qui cherchent à traiter différentes douleurs, beaucoup de douleurs chroniques, mais aussi beaucoup d'autres troubles qu'on peut avoir. Ça joue aussi sur l'hypertension, ça joue aussi dans plein d'autres maladies chroniques. Vonique Morel a appris à méditer dans le cadre d'un programme de 8 semaines dispensé à l'hôpital. Et je spécule sur le fait que... Parmi les exercices proposés, la marche dite en apesanteur. Objectif, accueillir avec bienveillance les pensées et les émotions qui se présentent pendant le parcours. L'observation attentive des impressions sensorielles permet de faire passer la douleur à l'arrière-plan. Pour Vonique Morel, le résultat est positif. De nombreux patients du docteur Vulser souffrent de migraines, de cancers ou de séquelles d'accidents. Au cours du programme, ils apprennent à développer leur perception de l'environnement et leur ressenti corporel. Comment la douleur se manifeste-t-elle dans leur corps? Comment peuvent-ils s'en détacher? On se dépouille de son aspect intellectuel et du mental qui pense ceci, pense cela et tout. C'est un apprentissage de son corps, de ses sensations, sans jugement, juste en étant attentif à ce qui se passe dans votre corps. Ces différentes zones du cerveau, certaines justement traitent aussi, par exemple, les émotions. Si on a une émotion plutôt négative, ça augmente, comme le thermomètre, le thermostat de la douleur, ça va l'augmenter. Si au contraire on est d'une humeur très joyeuse, ça va diminuer l'intensité de la douleur. Donc tout ce qui se passe dans notre cerveau,
C'est en résonance avec ce qui se passe dans notre corps, et entre autres la douleur. À la fin de l'exercice, les patients sont censés être capables de comprendre ce que la douleur leur inflige et comment ils peuvent la maîtriser. Ma douleur, de ce fait, elle est là, mais elle s'est un peu flétrie, elle ne m'envahit plus, c'est plus elle qui commande. La méditation a changé la vie de Vonique Morel, qui ne prend désormais presque plus d'analgésiques. Une méthode couronnée de succès sans effet secondaire. Il y a quelques mois, je pensais que la méditation était surtout de la relaxation, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. Néanmoins, ce n'est pas une panacée, n'est-ce pas, Günther ? Non, ce n'est pas une panacée. Quand on entraîne sa perception et que l'on remarque que certaines parties du corps sont douloureuses ou que l'on rumine toujours les mêmes pensées, il est important de demander l'aide d'un professionnel, que ce soit celle d'un médecin ou d'un psychothérapeute. Je le répète, ce n'est pas une panacée. Mais la méditation est aujourd'hui beaucoup utilisée en psychothérapie pour améliorer l'attention, par exemple. Et de nombreux médecins sont de plus en plus sensibilisés à ce que les patients peuvent faire pour eux-mêmes avant de recourir à des médicaments. Et c'est une bonne chose. En tant qu'enseignant, que pensez-vous des applications de méditation ? Je pense que dans certaines phases d'apprentissage de la méditation, une application est utile. Si vous êtes très expérimenté, vous ne l'utiliserez plus, car vous vous guiderez vous-même. Au début, il est souvent utile d'avoir un groupe et un enseignant. En effet, au cours d'une méditation, on se connecte avec soi-même, et cela crée également une relation différente aux autres. Au sein d'un groupe, on a le retour des autres participants. On noue des relations particulières avec chacun, et cela fait une grande différence. Mais entre ces deux moments, il y a souvent une phase où une application peut être utile. Si on a déjà une pratique régulière, qu'on a fait un apprentissage au sein d'un groupe et éclairci certaines questions, alors on peut pratiquer seul. Nous allons maintenant faire une marche consciente, qui est un exercice de méditation que l'on peut pratiquer tous les jours. On va commencer par choisir chacun une ligne au sol. Très bien. On bascule tout son poids sur un pied et on soulève lentement l'autre avant de le reposer par terre en déroulant. Le rythme lent permet de mettre la plante du pied, la marche, au centre de notre attention. C'est une façon de se défaire progressivement de ces automatismes ? Effectivement, en se déplaçant lentement, on ne peut pas marcher de façon automatique. On met de la conscience dans le mouvement, ce qui peut parfois nous faire vaciller. L'équilibre n'est pas si facile à trouver que ça. Nous savons marcher automatiquement, nous le faisons depuis l'âge de 2 ans. Mais marcher lentement, en pleine conscience, c'est toujours beaucoup plus difficile que d'effectuer automatiquement un exercice que l'on maîtrise. Les joueurs de football peuvent mieux jouer quand ils ne réfléchissent pas trop. Plus ils sont doués, plus ils sont entraînés, mieux c'est pour eux de jouer avec les tripes plutôt qu'avec des idées plein la tête. Est-ce qu'on peut prêter aussi attention à d'autres stimuli que ses pieds quand on marche ? Par exemple, à ce que l'on voit ? Oui, je recommande toujours au début de faire une pause au cours de la marche, en regardant simplement devant soi. Par exemple, il y a cet arbre à l'extérieur très coloré. Donc faire des pauses et reprendre conscience. C'est drôle, j'ai vraiment l'impression que c'est une technique que l'on peut utiliser dans de nombreux domaines. Regardez un arbre, par exemple. C'est aussi ce que fait un peintre quand il représente un arbre. Tout à fait. Il apprend d'abord à voir, à observer. La peinture, le dessin, ce sont aussi des formes de méditation, non ? Je pense que dès que nous nous entraînons à voir les choses comme si nous voulions les peindre, nous les regardons différemment. Nous regardons de plus près les couleurs, les formes, où sont les lignes, le premier plan, l'arrière-plan. Et il existe d'ailleurs des méditations spécifiques pour exercer le regard. Pas besoin de peindre après. L'objectif est d'essayer d'élargir son regard. Il ne faut pas juste remarquer qu'il y a un arbre, noter peut-être de quelle espèce il s'agit, puis passer à autre chose. S'y intéresser davantage, l'observer vraiment et se concentrer sur cette expérience sensorielle peut vraiment nous aider. Oui, et avec le temps, la méditation modifie même notre cerveau, comme cela a été prouvé scientifiquement. L'image d'un cerveau humain vu par résonance magnétique. Dans le cadre de ses études, le chercheur en méditation Ulrich Ott a réalisé des dizaines d'IRM.
Depuis la première étude mondiale effectuée à l'aide d'IRM en 2000, la recherche médicale sur la méditation a connu un développement fulgurant. À l'université de Gießen, le psychologue a examiné plus d'une centaine de volontaires. Une partie pratiquait régulièrement la méditation pleine conscience, l'autre non. Sur la base de ces IRM, le chercheur a pu prouver que la méditation avait un impact mesurable sur les structures du cerveau humain. Chez les méditants, on voit que le cerveau est activé dans certaines régions. Et sur une période de 8 semaines, on constate également des changements dans la structure du cerveau. Dans l'hippocampe, on observe une augmentation de la matière grise. Cela signifie qu'en raison de la neuroplasticité, un processus de changement est à l'œuvre dans le cerveau. Mais qu'est-ce qui conduit à ces changements? Pour l'étude, une partie des volontaires a porté toute son attention sur sa respiration pendant au moins 45 minutes par jour. Au bout de 2 mois seulement, des changements étaient visibles. Dans le cerveau, nous voyons très bien que les réseaux du contrôle de l'attention sont plus actifs chez les méditants. Et à long terme, les structures se développent. C'est comme un muscle qui se renforce grâce à l'exercice. Ces réseaux sont stimulés et deviennent plus efficaces. Avec le temps, il devient plus facile pour moi de maintenir mon attention sur l'objet que j'ai choisi pour la méditation. Cela signifie que par la répétition constante, j'arrive à rester concentré beaucoup plus longtemps. Et lorsque mon attention se déporte, je le remarque plus tôt et j'arrive à me recentrer. Partout dans le monde, les scientifiques étudient de plus en plus les effets de l'entraînement actif de l'attention sur diverses pathologies. On sait ainsi que la méditation peut, par exemple, avoir un impact positif sur les structures cérébrales altérées de patients dépressifs. Et c'est là que la méditation peut être très utile, car nous nous entraînons à observer nos propres pensées. D'autre part, nous apprenons à rester dans l'instant présent et à ne pas nous laisser entraîner vers le passé ou vers l'avenir. La méditation n'a pas seulement un effet positif sur les régions du cerveau touchées en cas de maladie psychique comme la dépression. Une pratique régulière peut également prévenir la démence et la maladie d'Alzheimer. La raison ? La méditation influence positivement l'âge biologique de notre cerveau. C'est ce qu'ont prouvé des chercheurs. Une étude a été menée en coopération avec l'université d'Iéna. On a comparé un large groupe de méditants très expérimentés avec des sujets témoins. Et on a essayé de déterminer l'âge du cerveau des méditants. Or, chez les méditants âgés de 50 ans, il s'est avéré que l'âge du cerveau était estimé à 42 ans et demi. On a également découvert qu'à partir de 50 ans, il vieillissait non pas de 12 mois par an, mais de seulement 10 mois et 8 jours. Autrement dit, le vieillissement, les processus dégénératifs causés par le vieillissement dans le cerveau, semblent être ralentis chez les méditants. Méditer quotidiennement a donc un effet positif sur notre santé. Mais la méditation est-elle la seule pratique à produire ces effets sur le cerveau ? La méditation n'est pas la seule. C'est aussi le cas lorsque j'apprends à jouer d'un instrument de musique ou que j'apprends une langue. Cette information doit être stockée quelque part dans le cerveau. Or, notre cerveau est plastique. Il réagit à cet entraînement et renforce les structures qui sont sollicitées pour cette activité-là. Lorsque je médite, je porte mon attention sur le corps de façon si intense que la représentation de mon corps dans le cerveau est beaucoup plus différenciée. En d'autres termes, je suis beaucoup plus à l'aise en moi-même, car mon attention est ancrée dans la perception de mon corps. Méditer n'est pas uniquement de la relaxation. C'est une pratique qui a des effets profonds sur le corps et sur l'esprit. Et elle peut même aider à rester jeune. Günther, si on souhaite apprendre à méditer de façon régulière dans le cadre d'un cours, quels sont les critères à prendre en compte ? Il faut chercher des enseignants qualifiés. On les trouve dans les associations officielles d'enseignement de la pleine conscience. Ces enseignants méditent eux-mêmes. Ils ont suivi une formation et se perfectionnent régulièrement, notamment en participant à des retraites de méditation. Je me rends compte que j'ai beaucoup appris auprès de vous aujourd'hui, comparé à l'application que j'utilise depuis quelques mois.
Ces outils sont parfaits pour débuter, mais j'ai hâte de progresser et de peut-être bientôt méditer tout seul, comme un pro. Sur ce, à la prochaine et au revoir. À la prochaine, et restez curieux et conscients.